Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous, merci d'être là. Heureuse de vous accompagner jusqu'à 10 heures avec une pléiade d'invités qui vous feront certainement plaisir car certains vraiment ont marqué des générations vraiment d'Algériens où qu'ils soient. Il s'agit en l'occurrence d'un artiste qui nous vient de France, actuellement établi en France. Kamel Hamadi a une carrière prestigieuse derrière lui, plus de 2000 œuvres donc des créations qu'il a vraiment réalisées au cours de 50 ans de carrière. Il sera parmi nous ce matin pour revenir sur les moments forts de cette belle carrière, de ces belles créations. Donc voilà, Kamel Hamadi sera parmi nous ce matin, cet auteur-compositeur et également interprète émérite, a côtoyé les plus grands. Il a d'ailleurs été surnommé le tailleur parce qu'il était spécialiste du sur-mesure en musique. Et puis du sur-mesure, elle le maîtrise parfaitement, mais dans un tout autre registre. Il s'agit de sa fille Majda, la styliste, sera parmi nous. Donc elle qui a été nourrie par ce cocon artistique, ses parents, donc Kamel Hamadi et la regrettée Noura. Donc cette chanteuse qui a également laissé son empreinte dans l'art algérien. Alors nous en parlerons bien sûr avec plaisir avec nos invités. Des talents, il en sera question aussi dans cette émission, différemment, grâce à la présence parmi nous de Kamel Louafi, entre autres, cet architecte et paysagiste qui brille à l'étranger. Il a 30 ans de carrière derrière lui, donc dans ce domaine. Il vit en Allemagne et l'Allemagne lui a rendu hommage cette année pour ce parcours incroyable. Et donc il sera parmi nous aujourd'hui parce qu'il est venu avec une exposition à la carte actuellement abritée par la Villa Abdeltif, donc dans les hauteurs d'Alger. Cette exposition vraiment est à voir, à découvrir parce que les réalisations de cet architecte ne cessent de surprendre. Nous verrons le détail avec lui. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de découvrir une empreinte artistique, celle de Abdelrazak Hafian, artiste peintre qui expose en duo avec Abdelghani Chebouch actuellement dans un dialogue symphonique. C'est à la galerie Aïda. La galeriste sera aussi parmi nous ainsi que Abdelrazak Hafian ce matin. Dans cette matinale aussi, nous retrouverons nos amis, les habitués donc de l'espace de Bonjour d'Algérie. En l'occurrence, Siham Kenouch pour sa rubrique nous parlera de la symbolique de la sagesse cette fois-ci. Et puis Amel Nebesh reviendra sur une avant-première dans la rubrique cinéma. Merci d'être avec nous encore une fois. Mesdames, Messieurs, tout de suite, rien que pour vous, un point météo signé Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour. Des pointures aujourd'hui dans notre émission. On est ravis de les Exactement. recevoir. Ça va être bien. Ça Je va sens être que ça très va être bien. intéressant, Oui, je oui, oui. présume. Et puis voilà, ce qui est bien aussi, c'est que le soleil est de retour. Hein. Moi, j'aime bien le soleil. Oui, à partir d'hier. Hier, on a eu plutôt une belle journée. Oui. Ça va continuer aujourd'hui. Après un bel orage, parce que l'orage aussi est Exactement. bienvenu. Hein, quand Ah même, oui, en oui, cette oui, saison. on en avait besoin. On avait besoin. Et qu'en est-il du temps d'aujourd'hui? Ben, on va le découvrir tout de suite. Avec plaisir. Alors bonjour à tous, excellent réveil. Un petit peu de brume ce matin sur les régions côtières et puis le ciel restera passagèrement nuageux tout au long de la journée. Vers les côtes ouest, centre et est, quelques pluies à partir de cet après-midi. Vers les régions intérieures, parfois elles seront sous forme d'averses orageuses, notamment vers l'intérieur ouest et centre. Sur les régions sahariennes, on notera de faibles pluies. Sur la Saoura, quelques passages nuageux. Sur le sud-ouest, le nord Sahara et puis un ciel plutôt dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord, 30 degrés à Alger, 28 degrés à Tizi Ouzou, on notera 26 à Oran, 30 à Annaba, 27 degrés à Batna, 21 degrés Djilfa, 20 degrés, ce sera d'ailleurs la minimale à Al-Bayad Inama. Sur les régions sahariennes, on notera 28 degrés à Hassim Saoud Gardaya, 30 degrés à Bachar, 36 à Tindouf, 37 à Darar, 39 à Insalah. Et enfin, 40 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme à l'ouest, au centre et à l'est avec des vents entre 10 et 20 km/h sur l'ensemble des régions côtières. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis.
موبيليس معا نصنع المستقبل. Une mer bien calme, vous disiez. Très très calme, très très calme, C'est agréable. bien, ça augure d'une belle collecte de poissons sur notre Ah oui, rivage. oui, Ah franchement, oui. C'est l'occasion justement d'aller vers votre poissonnier pour choisir et sélectionner Exactement. tous ces savoureux poissons que vous pourrez trouver sur les étalages. Autant Alors, profiter. Autant en profiter. Merci infiniment pour Merci. ces précisions, Mina. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée également. Bonne journée également à ceux qui sont avec nous jusqu'à 10 heures, j'espère en tout cas. Pour vous encourager à rester tout de suite, une première chanson, c'est Friklen qui ouvre le bal avec El Amaziria. Non, ça fait rêver vraiment. Ces départs vers le Grand Sud nous font rêver à chaque fois. J'espère que vous en profiterez. C'est le début et le démarrage de la saison justement saharienne. Le désert algérien n'attend plus que d'être, comment dire, découvert, parce qu'il est plein de mystères et plein de beauté et plein d'esthétique. En tout cas, l'esthétique, la beauté, elle en parle tout le temps. On est toujours accroché à ses lèvres. Il s'agit de Siham Kennouch. Bonjour Siham. Bonjour cher ami, comment allez-vous ce matin? Très bien Siham. Il commence à faire frais quand même. Hein? Oui,
ça sent Ouais, fraîche, c'est bien. c'est normal. On est bien en En octobre. octobre. Ouais. C'est vrai que l'Algérie, habituellement, voilà, passe par des mois d'octobre très très chauds. Parfois c'est chaud, c'est c'est humide. chaud, oui. Mais aujourd'hui, moi j'ai bien aimé le climat de ce matin. Oui, bon. C'est assez frais, donc on commence la journée avec du punch. Du pain, Et ça c'est démarre. très agréable la traversée vers la télévision, effectivement. Le trajet était très agréable. Ça n'est pas d'où vous venez. de toute façon. De loin. Oui. Pas loin de chez vous Vous n'avez d'ailleurs. pas trouvé beaucoup de circulation Un ce peu matin, quand c'est même. vraiment Un peu, mais moi, agréable. je me concentre sur le ciel, les arbres. Oui, d'accord. Bon, c'est vrai qu'on se lève très Un peu très de tôt musique. pour pouvoir être avec vous très tôt le matin, chers amis. Tout à fait. Voilà, nous c'est Bekele Dalma. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc en fait, je ne sais pas, j'ai entendu un petit bruit à l'oreille, mais bon, ça va revenir certainement. Bon, moi, je reste accrochée à votre collier avant de parler de sagesse. Ah oui. Parce qu'il s'agit Oh, mais de c'est un cela collier de aujourd'hui. sagesse, hein, c'est un collier authentique. Ah, C'est un collier Shawi de sagesse, voilà. d'accord. Donc c'est Donc, quelque chose qui va avec ce choix les, n'est pas gratuit. Non, j'essaye de faire une symbiose entre ce que je vous présente à vous, chers amis téléspectateurs, et aussi ce que je porte. Donc Oui. ça va de soi, voilà. Très bien. Il est authentique, ce collier, il est magnifique. Oui, c'est de l'argent. Il est un petit peu lourd, mais D'accord. il est bien à porter. C'est-à-dire que Non, je dis en tout que- cas, il habille très bien. Donc, porter comme ça une couleur unie, Tout à fait. il contraste, ressort, ouais. il ressort très bien. Voilà, on parle de sagesse. De ce matin. sagesse, tout à fait. Des cher ami. symboles de sagesse. Alors, les différents symboles de sagesse dans différentes cultures. Alors, moi, je vous propose de commencer très loin et de se rapprocher à fur et à mesure chez nous. Alors, des symboles de sagesse, il y en a. Chaque culture a ses propres Codes, on dira, voilà. oui. Alors, j'allais pas parler de ça, mais je vais en parler du moment qu'il y a quelque chose de juste derrière vous. D'accord. Là, quand je vous regarde, ça ressort. Un petit bonsaï, oui. Un bonsaï, C'est voilà. vrai. C'est vrai que j'y ai pas pensé pour le préparer. C'est vrai qu'il y a un bonsaï juste derrière vous. Et le bonsaï est un très grand, célèbre symbole donc de sagesse japonaise. La philosophie japonaise fait en sorte que le bonsaï, vous savez que je rappelle nos chers amis téléspectateurs, que les bonsaïs, ce sont de vrais arbres. Ce sont des arbres, mais qui sont coupés d'une certaine manière, qu'ils restent nains et petits. Tout à Mais fait. quand vous parlez d'un chêne bonsaï, c'est un chêne. C'est-à-dire que le genre d'arbre ou la Miniaturisé. famille, voilà. Il vit, cet arbre vit, mais il reste quand même un arbre d'intérieur. C'est-à-dire qu'il est coupé d'une certaine manière pour qu'il reste petit et humble. Donc c'est un symbole de sagesse parce qu'il faut avoir une grande patience pour arriver à cultiver et avoir un bonsaï dans son salon. Et aussi, il faut beaucoup de temps. Donc c'est un savoir-faire et c'est une sagesse. Donc D'accord. voilà, Donc, c'est pour ça que- et puis pour l'être humain aussi, la longévité rime aussi avec sagesse dans la mesure où on acquiert vraiment Exactement, donc j'y arrive. les Tout à connaissances fait. avec l'âge. Et tout à fait. Donc, La on va sagesse quitter un petit peu le Japon, on va aller en Chine. Vous savez, ces trois singes qu'on appelle les trois singes, Oui. je ne peux pas Les obligé sages. de ramener leurs photos ou leurs images, tout le monde les connaît. C'est le premier qui cache la bouche, le second qui cache les yeux et le troisième qui cache bien sûr les oreilles et qui en dit « je ne vois pas de mal, je ne dis pas de mal et j'entends pas de mal ». Donc c'est Confucius, donc le grand philosophe chinois Confucius, la grande sagesse de Confucius, c'est très connu. Et ce sont donc la réincarnation du bien, c'est-à-dire que on ne voit pas le mal, on est absent quand il y a du mal. Non, ni on le voit, ni on l'entend, ni on le dit. Donc, son beaucoup mais al-shar. Qui ressemble Non, à ça. C'est très bien, mais en fait, c'est ça un petit peu la sagesse. Oui, la sagesse humaine est toujours la comme sève de ça. la sagesse, Mais c'est ça. c'est ça, en fait. C'est de ne pas dire des mots blessants Tout à fait. ou voilà, de s'exprimer dans un registre mauvais. Exactement. Ou dire du mal des gens, etc. Et vous voyez donc que tout y est.
Ne Et ça pas écouter et faire fi de ce qui est dit. Voilà, quand ça, on c'est dit vraiment être riche, sage. mais quand on dit Confucius, vous savez, Confucius, c'est pas un extraterrestre. Hein. Il a étudié la nature humaine, donc il connaît très bien l'homme. Donc la philosophie est toujours la même. C'est partout la même chose. Ce qui se dit au Japon ou en Chine se dira chez nous, aux États-Unis. Donc je pense que bon, hein, c'est partout la même chose. Alors on va se rapprocher encore un petit peu. On va en Bah Inde. oui, on continue. Alors, on Comment va- hein, sur un tapis volant, on vogue sur mer, qu'est-ce qu'on fait? Alors en Inde, d'ailleurs ça Ah c'est. bah on reste toujours dans le continent. Nous sommes, asiatique. oui, enfin, on essaie de se rapprocher. En Inde, donc, dans cette philosophie, dans l'hindouisme surtout, et dans le bouddhisme, par exemple, alors le symbole de la sagesse, c'est la fleur de lotus. Alors, la fleur de lotus, pourquoi? Parce qu'elle émerge des mares et des marais. Donc, l'eau est trouble. Mais l'odeur de cette fleur est agréable. Et puis même, cette fleur en elle-même est très jolie et très belle à voir. bien Du sûr. coup, on dit que la bonté émerge de quelque chose qui est trouble. Donc, c'est quelque chose, la sagesse est quelque chose de beau qui dépasse donc l'égoïsme, qui dépasse l'hypocrisie. Ça reste en dessous. Donc, c'est La comme méchanceté, l'eau trouble. Exactement. Donc, tout ça, tous ces mots, ce sont les eaux de la mer, donc de l'eau trouble qui, oui. au-dessous Les de la rivières. fleur de lotus, et puis la fleur de lotus qui émerge, qui flotte sur cette eau. Même si cette eau est trouble, la sagesse est là. Oui, Donc, cette vous voyez belle que c'est fleur très- blanche avec sa feuille en dessous. Exactement. Qui flotte Donc sur la ça mer. ça peut être des pétales blanches. Elles peuvent être roses aussi ou rosâtres. Donc voilà, c'est véritablement le lotus qui est actuellement. Bon, on a dépassé l'Inde. Hein, nous sommes dans l'universalité et le lotus que vous voyez, un pendentif au lotus et tout. Donc c'est vraiment la sagesse incarnée ou C'est incarnée. un symbole qui existe beaucoup en Égypte. Est-ce que ça a la même signification? J'y arrive, on y Ouais. arrive. Ah, bah, peut-être que j'ai été trop vite hein, ou trop loin. On va doucement. Alors, il y a peut-être un pays Alors, avant, peut-être non, la non, pas Perse. du tout. Nous La sommes- Perse, peut-être. Nous arrivons justement. Alors, tout ce qui est Perse, Babylone, Maghreb et tout, je vais laisser en dernier parce qu'il Ok. y a un point commun très important et sur lequel j'ai envie de me Ok, focaliser. donc on peut aller directement en Égypte. Allez. J'arrive en Égypte. En fait, la fleur de lotus se dit à cette époque-là Shenshen. Donc, le mot Shenshen signifie fleur de lotus en égyptien, en copte actuel, et en ancien égyptien. Il y a aussi un autre mot qui signifie aussi fleur ou tige de lotus, c'est agar. Donc, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les prénoms Shushan ou Shushen et Hajar, c'est fleur de lotus, d'accord? Mais c'est dans l'ancien. Voilà, belle fleur. Voilà, c'est dans l'ancien égyptien. Fleur de lotus se dit Hagar ou bien Shenshen, c'est-à-dire Shushen ou Shushana. Actuellement, le mot latinisé Suzanne. Donc Suzanne, Shushan, Shushana, c'est fleur de lotus. Et c'est un vieux prénom, si vous voulez, égyptien. Alors déjà, quand vous regardez l'Égypte de haut, vous allez voir que le delta du Nil va en Oui, dans la forme, avec la plusieurs forme, oui. petites rivières et qui a la forme de lotus. Donc le lotus chez les Égyptiens, c'est non seulement, oui, la sagesse, la philosophie, mais aussi la gloire de l'Égypte. Vous voyez que c'est un pays qui est déjà tracé, la fleur est là, c'est l'eau, c'est la fertilité, c'est le futur, donc c'est la sagesse aussi d'un côté. Voilà. Alors, au fait, ce qui représente la sagesse chez les Égyptiens, c'est l'œil de Ra. C'est l'œil tracé, l'œil de Ra. Pourquoi? Parce que Ra, c'était Ra, la le roi soleil. divinité du soleil. Qui dit soleil, dit savoir, dit Le dieu lumière. soleil, je dis le roi soleil. Oui, Oui, le soleil. Donc, alors le soleil qui dit soleil dit lumière, dit bon augure et dit savoir. Quand vous voyez la lumière, vous êtes sur le chemin de la lumière, du coup c'est la sagesse. Et puis vous savez, c'est l'œil de Ra qui a plus tard incité les Égyptiens à avoir cet hiéroglyphe, à écrire, etc. Donc c'est le savoir de l'écriture. Et c'est un symbole qu'on retrouve à travers le monde actuellement, dans des pendentifs, dans des boucles d'oreilles, sur des tricots, sur des tissus d'ameublement, etc. Donc l'œil de Ra, en Afrique du Nord, d'abord déjà, c'était un grand symbole et un pur symbole de sagesse, j'ai envie de dire. Alors on va, juste en face de l'Égypte, on va en Grèce. La Grèce, oui. On va en Grèce, donc dans cette
Rayon. Dans cette, j'ai envie de dire, mythologie. On va vers fameuse mythologie. les mythes grecs. Et la mythologie. Alors, il y avait un oiseau qui représentait donc la sagesse, c'est le hibou. Alors, certains disent que c'est le hibou, d'autres c'est la chouette, ça revient au même. Donc, c'est un oiseau qui était l'oiseau préféré de la déesse de la sagesse qui est Athéna, donc Athéna. Et Athéna, donc il est al-Hikma, la déesse de la sagesse, avait un hibou ou une chouette, on ne sait pas. Hein. Donc, pourquoi le hibou? Parce que c'est un oiseau nocturne, donc il a le pouvoir de regarder dans le noir, donc il a de grands yeux aussi, n'est-ce pas? Vous savez, absolument. Et surtout quand il impressionnant. de l'œil, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui regarde, qui voit très très bien dans la pénombre ou dans le noir, et du coup on dit qu'il est sage parce qu'il peut regarder dans le noir. Il voit des choses que nous, on ne voit pas. Du coup, c'est un grand symbole, donc, je disais, de sagesse. Et on l'attribue toujours à cette déesse de la sagesse qui est Athéna, qui a donné son nom donc à la capitale actuelle de la Grèce, qui est Athènes. Très bien. Alors, nous arrivons chez nous. Oui. Nous arrivons chez nous. Alors, nous avons deux grands... Il n'y a rien chez les Romains, il n'y a rien avant. La Méditerranée. Je vais arriver chez nous. Oui, vous allez voir pourquoi j'ai laissé... C'est rapide. Hein. Oui, t'inquiète. On a voyagé, on a fait l'Égypte, Grèce, chez nous. Ça y est, on est rentré à la maison. Allez, de retour à la maison. Alors, à la maison, en fait, nous prenons j'ai perdu le mot, ou cette notion, voilà plutôt, cette notion de sagesse, surtout de la religion. Donc nous avons deux grands symboles de la sagesse, mais qui se rapportent donc qui sont aussi des symboles religieux. Oui, ce sont des symboles religieux, mais qui se rapportent tout ce qui est récit prophétique, tout ce qui est Coran, etc. Donc, les deux grands symboles chez nous de la sagesse, déjà, c'est l'âge, 40 ans. D'accord. 40 ans, c'est l'âge de la sagesse. Alors, à partir de 40 ans, c'est-à-dire que vous avez 40 ans, je suis malade. Normalement, on doit être sage. À partir de 40 ans, on doit être sage. Quel est le rapport? C'est parce que Nabi Muhammad a reçu donc le message divin à partir de 40 ans. Donc, vous voyez qu'il y a une relation très simple et déduction facile. Et nous avons aussi le deuxième symbole qui est très très fort, c'est la barbe et les cheveux blancs. Alors, pourquoi la barbe et les cheveux blancs? Chez nous, ce n'est pas la vieillesse, mais c'est la sagesse. Alors, ceci est un récit qu'on raconte qui a une relation avec l'islam, bien sûr. On rapporte que le premier homme sur terre qui a eu la barbe et les cheveux blancs était Ibrahim al-Khalil. Un jour, il s'est réveillé, il s'est regardé dans la glace et il s'est vu avec des cheveux, quelques cheveux blancs dans sa barbe et dans ses cheveux. Alors, il a posé la question à Dieu, il lui dit « Rabbi ma hadha, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. » Avant, les gens n'avaient pas de cheveux blancs. Alors, Dieu lui a dit « Hadihi hikma wa waqar » Donc, ceci est de la sagesse et aussi du charisme. Et c'est pour ça que chez nous, musulmans, le grand symbole de sagesse, ce sont les cheveux blancs. Voilà. D'accord. Donc, profitez si vous avez des cheveux blancs, ça veut dire que vous êtes sage. D'accord. C'est pas mal quand même. De toute façon, il y a une mode actuellement. Je pense que les jeunes s'y mettent aussi, les parce que c'est une... me détester. Non, je parle des hommes. Hein. Là, Oui. Mais j'ignore si c'est par sagesse, mais je pense que c'est un phénomène de mode. Et tous les jeunes se mettent à la couleur silver, il y a une tendance de cheveux gris, poivre et sel. C'est très tendance, c'est vrai que... Bon, absolument. Mais bon. Le fait est que, voilà, dans notre culture, hikma wa waqar. Donc, bien. Sagesse et charisme. Vous aviez tout à l'heure dit, Sihem, que c'était un point commun qui unissait donc notre culture à celle du Moyen-Orient, oui, parce que du moment que c'est des musulmans, bah oui, et tous disent que Ibrahim est le père des prophètes. Donc tous parlent et racontent cette histoire qui a une relation donc avec Ibrahim al-Khalil, qui est le premier homme, donc d'après ces récits, d'après Tabari surtout, avoir eu les cheveux blancs. Et la réponse divine qui est hikma wa waqar. Donc non seulement c'est de la sagesse, mais aussi du charisme. Alors imaginez ce que c'est. Voilà.
Donc c'est un point en commun, oui, qui va dans tous les pays. Donc ça va du pays persan, toute la région musulmane, hein, arabo-musulmane, j'ai envie de dire. De toute façon, dans la période anté-islamique, il y avait aussi cette notion de sagesse chez les peuples arabes en Orient, et oui. qui était très présente dans la poésie. La poésie, donc, qui vraiment se subdivisait en différents modes, donc le ghazal, le ghazal, et puis il y avait Shu'ara al-Hikma, les poètes de la sagesse. Très bien. Alors, dans la culture. très bien. Alors, Shu'ara al-Hikma, celui qui a véritablement représenté la sagesse dans la période qui précédait la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il ne faut pas dire que la sagesse était Imrul Qais ou Talha ibn al-Abd. Non, ça c'était des poètes classiques, mais qui avaient d'autres tendances. C'était des guerriers, c'était des héros, parfois même des anti-héros. C'était quelqu'un des anti-héros, par exemple Sa'ali, qui était contre leur tribu, etc. Mais celui qui a vraiment incarné la sagesse, c'est Zuhayb al-Abi Sulma. Ok. Donc Zuhayb al-Abi Sulma, qui croyait à l'origine d'Ibrahim. Donc, et Al-Mutanabbi aussi. Al-Mutanabbi, c'est un peu plus tard, chez les Abbassides. C'est beaucoup plus tard, c'est les Abbassides. Mais en tout cas, Shu'ara al-Hikma, je veux dire, Shu'ara al-Hikma, si vous étudiez la littérature, Shu'ara al-Hikma, il est représenté par un grand poète. Donc, c'était Asr al-Da'afa, c'était chez les Mamaliks. Et ce poète porte le nom de Ibn al-Wardi. Donc, si vous dites Ibn al-Wardi, vous dites Shu'ara al-Hikma. Il y a aussi Abu al-Atahiya, qui était un soufi, un ermite, qui était avec Haroun al-Rashid. Ta'abbata Sharran, vous dites. Ta'abbata Sharran, c'est Sa'ali. Ta'abbata Sharran et Shanfara, c'était des poètes, des anti-héros qui allaient au contre-courant de leur tribu. Ils détestaient leur tribu. Donc c'était Sa'ali, c'est-à-dire qu'ils c'était des rebelles. C'était des anarchiques. Voilà, c'était des anarchistes de leur temps. Une anarchie complètement folle, mais voilà. Donc la la notion de l'anarchie, cette philosophie existait déjà chez Shanfara et chez Ta'abbata Sharran. C'est toute une liste de noms qui. Oh oui, qu'on me dit. Je sais. Une liste de noms féminins, mais qui n'ont rien à voir avec la sagesse, je vous dis pas. C'est marrant. Merci pour le rire. Merci, je sais que je t'entends bien dire, c'est correct. Mais en tout cas, voilà, vous êtes pleine de sagesse, en tout cas, Sihem. Moi, je peux en attester. Merci de nous avoir fait balader à travers le monde de la sagesse et symbolique qui vraiment nous amène à en parler. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite toute la paix qui vient avec la sagesse. J'espère, Inch'Allah. Merci à ceux qui sont avec nous. Restez branchés. On revient après ceci.
Voilà, nous avons le plaisir pour ce début de matinée de recevoir un plasticien qui expose actuellement la galerie Aïda en duo. Donc, il est accompagné par Abdelghani Chebouch. Il s'agit de Abdelrazak Hafian. Bienvenue. Merci. Merci. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est partagé. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. En tout cas, on a envie de découvrir un peu votre univers artistique ce matin et parler de cette expérience nouvelle dans votre carrière d'artiste. Vous exposez en duo pour la première fois avec Chebouch. Exactement. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle expérience qui est très intéressante. Surtout que Abdelghani Chebouch est un sculpteur. Donc cet échange de travailler avec un sculpteur, d'aller vers son atelier était une expérience très, très intéressante. Vous êtes artiste peintre, plasticien, donc c'est bien, cette complémentarité vous sied, vous avez apprécié cette belle aventure que vous avez entamée jusqu'à la fin du mois en cours. Donc jusqu'à fin octobre, les Simèzes de la Galerie Aïda vous reçoivent avec des œuvres qui se complètent avec celles de Chebouch, donc votre acolyte. Et d'ailleurs, qui se complètent et fusionnent tant que vous avez donné un intitulé très très poétique. Tout à fait. À l'expo. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, c'était une nouvelle pour moi. Surtout qu'il y avait un échange aussi. On avait très bien compris, c'est-à-dire l'échange et l'importance d'échanger le savoir-faire, d'échanger les émotions et les idées. Et comme j'avais déjà travaillé à une certaine période dans mon parcours artistique quelques matières, c'était intéressant pour moi de faire aussi rentrer une nouvelle matière, le métal. Donc ça m'a beaucoup apporté, ça m'a ouvert des portes dans le domaine de la création. Oui. Et c'est pour moi un nouveau langage aussi d'expression. C'est vrai que le métal demande aussi une certaine dextérité, il faut sculpter, il faut l'amener à épouser le reste des formes ou le reste des matières, ce qui n'est pas évident. Tout à fait. En fait, moi, j'ai utilisé le métal pour un peu sortir du cadre classique parce que à certains moments, j'avais besoin de plus de liberté de m'exprimer par rapport à l'espace. Et avec Abdelghani Chebouch, dont je profite de l'occasion de le remercier de partager son savoir-faire, j'avais un peu abordé cette expression et ce nouveau langage aussi à la fois. Très bien. Donc si je comprends bien, donc en amont, donc avant l'exposition, vous étiez en train de vous épier mutuellement. Chacun voyait ce que faisait l'autre et préparait pour ce moment un peu très attendu. Exactement. En fait, l'idée d'exposer ensemble est venue au fur et à mesure de plusieurs rencontres et qui a commencé à grandir petit à petit jusqu'au jour où on avait décidé d'en parler et de proposer à Souad Qiyar, qui est la gérante de la Galerie Aïda, notre idée qu'il a acceptée volontairement. Et on a commencé à travailler de manière très spontanée. Souad Qiyar qui était très enthousiaste, très très intéressé par votre travail. Ce duo l'a vraiment accroché au point où elle l'a exprimé. Donc elle devait être parmi nous. Bon, mais on lui souhaite une bonne journée si elle nous suit ce matin. C'est tout à fait ça en fait. Oui, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme de sa part et ça vous a encouragé. Et l'exposition a pris forme et elle est visible depuis samedi dernier, donc à la Galerie Aïda. Vous l'avez intitulé Duo symphonique. Qui a choisi cette combinaison? C'est Souad Qiyar qui a choisi cette... Voilà, parce qu'au départ, on n'avait pas travaillé, on ne voulait pas travailler sur une thématique, on voulait que ce soit beaucoup plus spontané. Oui. Donc, je pense que la fusion
entre le savoir-faire et la matière et la forme est l'élément principal de cette belle expérience. Voilà, on voit ces petits bas-reliefs en cuivre voilà, repoussé. Ça, c'est les œuvres Ce sont- d'Abdelghani Oui. Chebouch. Ouais. Et c'est ça qui vous avait inspiré, vous disiez tout à Voilà. l'heure, pour Et ça, c'est- aller vers c'est mon- cette nouvelle technique. Voilà, Oui. Lui, en revanche, il varie les techniques, il varie les matériaux, et exactement. les formes, les couleurs, il Exactement. n'hésite pas. Exactement. D'accord. Donc, comment vous vous êtes sentis ensemble? Ben, je Vous, trouve. vous répondiez ensemble au public ou il venait vers vous séparément? Comment ça s'est passé le jour du vernissage? Ouais, parfois ensemble, parfois peut-être séparément. Mais je pense que le travail qui a été présenté dans la galerie Aïda est un fruit de partage du savoir-faire. Oui. Voilà. Et j'espère Vraiment, que c'est une d'autres belle parties- fusion. Moi, je trouve que c'est une très belle fusion dans la mesure Tout où. à fait. Et ça, je veux dire que ça se marie très bien avec le titre et l'intitulé choisi, donc duo, plutôt dialogue symphonique, parce que vous dialoguez par la couleur, par les formes, vous dialoguez par vraiment cette harmonie qui vous unit. Et voilà, on sent que vous avez des univers assez proches. Oui, oui. Surtout que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait un moment que j'utilise des matières, plusieurs matières dans mon travail, sauf que c'était sur des supports carrés, un peu sur toile. Cette fois-ci, ce partage qu'il y a eu avec Abdelghani Chebouch m'a permis d'ouvrir d'autres portes et d'être plus libre et d'aller vers un peu l'aventure aussi. C'est bien. Bah, j'imagine que votre prochaine exposition aura certainement, comment dire, une autre allure. C'est-à-dire que vous allez complètement exploser après cette expérience. J'espère bien, Voilà, j'espère en que duo. d'autres- Moi, j'aime bien ce mariage de matières. Voilà, on est sur une palette qui dialogue avec des matériaux simples. Et puis vos toiles viennent justement apporter cette touche de couleur qui complète, voilà, qui apporte justement cette, comment dire, parce qu'il y a quand même des matériaux très bruts. Et vous allez avec la couleur, vous êtes là à travailler les formes abstraites et de manière à justement apporter ce plus. Quoique, je ne sais pas s'il a toujours injecté de la couleur lui aussi. Est-ce que vous n'avez pas quelque part influencé dans ce sens aussi? Oui, tout à fait. Même pour Abdelghani Chebouch, pour lui, c'est une nouvelle expérience aussi d'apporter de la couleur à ses sculptures, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est pour ça que pour moi, cet échange du savoir est enrichissante. Absolument, absolument. Pour les deux. J'imagine. En tout cas, on va voir justement le regard de la galeriste dans un petit instant, après avoir voyagé dans vos univers respectifs à travers ce petit extrait d'images de l'exposition. Donc, Souad Tiyar vient d'arriver, donc elle a été un petit peu
Celle qui gère et veille au grain dans cette galerie est parmi nous. Elle a réussi à arriver. Bienvenue, Souad Tayar. Merci, Ça va? bonjour. J'imagine que vous avez un petit peu stressé en route. Un tout petit peu. C'est lui qui m'a stressé avec le coup de téléphone. D'accord. Non, mais lui, il est très zen, il est parmi nous et vraiment. C'est un faux calme. Hein. Oh, d'accord. Il faudrait le voir juste avant l'expo aussi. Très bien. C'est vrai que quand on tente une nouvelle expérience artistique, on est toujours stressé de voir l'impact, de voir le résultat, comment le public le perçoit et comment vous avez vu la réaction du public qui a découvert ce duo dans ce dialogue symphonique. D'abord, j'étais en observation. Ça fait 2 ans. Hein. C'est un projet qui est en gestation depuis 2 ans. Donc j'ai eu la chance, c'est la chance du galeriste en fait, Tout à fait. de voir les 2 artistes en communion. C'est bien ce qui est beau parce qu'il y a le dialogue, d'où le dialogue symphonique, il y a cette harmonie qui s'installe, et puis il y a le jour J. Donc toute la zen attitude qu'il y a juste avant se transforme en un stress énorme le jour de l'événement. Et dès l'arrivée du premier visiteur, tout retombe. Très bien. Parce que le wow du premier visiteur va tout de suite estomper toute cette peur, toute cette angoisse, effectivement. C'est vrai que c'est une très très belle exposition. Le duo Adona fait un travail. On serait tenté de dire que c'est le même artiste d'ailleurs qui expose tant il y a de l'harmonie dans cette exposition. Il y a une très belle harmonie, certes, mais on voit qu'il y a 2 caractères différents qui ont donné tout ce qu'ils avaient, toute leur énergie, leur savoir-faire pour nous présenter quelque chose de très beau. Il faut savoir que c'est Hafian qui est rentré dans le monde de Abdelghani Chebouch. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Il adore aller vers de nouveaux défis. Et le défi de cette fois-ci, il faut dire qu'il était un peu plus compliqué que les autres. Mais franchement, je l'ai vu, et je lui dis en face, je l'ai vu s'amuser. Lui, il s'amuse. Il prend une matière, il la triture, et puis il finit par nous donner quelque chose de magnifique. Il fait du très très beau travail. Il nous a présenté un magnifique travail. C'est un travail à voir de près. Oui, absolument. Donc voilà, on espère en tout cas toute la réussite à cette exposition actuellement abritée par la Galerie Aïda. C'est jusqu'à la fin de ce mois. Alors ça a été inauguré le 8 et ça va se prolonger jusqu'au 29 octobre. Nous sommes présents tous les jours, nous invitons le public à venir voir, et non pas voir pour voir, mais venir voir pour admirer. C'est un très beau travail. Hier, par exemple, j'ai reçu beaucoup de monde hier aussi, et croyez-moi, toutes les personnes qui sont rentrées m'ont dit non, juste une petite visite, sont restées 1 heure quand même. Hein. Absolument. En tout cas, je souhaite tout le succès aux 2 artistes, Abdelrazak Hafian et Abdelghani Chebouch. Merci à vous de nous avoir permis de découvrir cet univers artistique ô combien intéressant. Donc, toutes ces belles idées que le public pourra découvrir à la Galerie Aïda. Donc, un petit dernier mot, vous voulez ? On arrive au terme de la séquence. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette expérience. Et j'espère que je souhaite aussi que d'autres artistes essayent de se découvrir mutuellement. De se découvrir mutuellement, parce que c'est très important de partager un savoir-faire. C'est bénéfique. Voilà. Absolument. On souhaite une belle continuité, en tout cas, à votre amitié artistique. Et on vous remercie d'avoir été parmi nous, donc Souad Tayar de la Galerie Aïda, et puis Abdelrazak Hafian ici présent. Donc, bonne continuation, on dira, et bon vent pour l'exposition. J'espère que vous serez nombreux à vous rendre à la Galerie Aïda pour découvrir justement le talent de ces 2 artistes. Du talent, il en a, de l'expérience aussi. Il a offert justement aux grandes pointures artistiques de ce monde, un répertoire des plus riches, donc pas moins de 2000 œuvres justement pour Kamel Hamadi, cet artiste
qui nous fait l'honneur et le plaisir et l'amitié de venir ce matin. Donc ce sera tout de suite après ce reportage signé Sophia Chouban qui, elle, nous emmène dans l'antique Kalama. Cette région humide de l'antique Malacca a été une contrée très importante durant le règne de Massinissa et fut aussi le théâtre d'une grande bataille entre Jugurtha et les troupes romaines en 110 avant Jésus-Christ. Avant qu'elle ne soit romaine, cette ville était numide, puis punique, dénommée Malacca, puis Kalama. Donc, Malacca écrite en arabe de droite à gauche, puis écrite en français de gauche à droite, à l'époque romaine. Ce centre urbain qu'a été Kalama devient un municipe dont le statut l'éleva au même statut des autres villes romaines de la Maurétanie césarienne, qui a acquis son prestige sous le règne des Sévères et se transformera en une belle ville. En vérité, il existe des vestiges de plusieurs civilisations avant que ne s'installent les Romains. Justement, ces vestiges sont toujours debout, aussi nombreux soient-ils, et ce, dans l'ensemble du territoire de notre wilaya Guelma. Depuis ces vestiges archéologiques, la vieille cité s'épanouit par le bâti de ce théâtre romain édifié au cœur même de la ville. Et reste un joyau splendide, une œuvre architecturale financée par une prêtresse romaine du nom de Ania Elia Restituta et pouvait accueillir 3600 personnes réparties sur ses 28 gradins. Cette ville antique comprenait plusieurs théâtres, différents édifices, de très belles habitations et bien sûr de termes d'époque romaine. Voilà, c'est de la sympathie. En coulisses, on rigole, on dialogue déjà avant justement de présenter nos invités suivants. Il s'agit de deux architectes talentueux qu'on a plaisir à retrouver parce qu'ils étaient passés à l'occasion de la présentation d'ouvrages consacrés justement à l'urbanisme, à la structure urbaine de manière générale. Et aujourd'hui, ils nous viennent avec à la carte un très beau projet qu'abrite la villa Dar Abdel Latif. Bienvenue à vous, Akli Amrouche, et vous êtes justement cette personne qui accompagne depuis pas mal de temps le talentueux architecte et paysagiste Kamal Wafi qui nous fait l'amitié d'être là ce matin. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous avez l'air très épanoui. Ça se ressent votre épanouissement parce que vous êtes bien, vous êtes content de présenter cette exposition qui a déjà été présentée au public berlinois, donc qui revient au pays, donc qui a été présentée ce week-end, samedi à Dar Abdel Latif, n'est-ce pas? Elle a été présentée aussi à Batna. Batna d'abord, dans votre ville natale. Voilà, avant Alger, oui. Mais d'une autre manière, très petite. Oui. Parce que c'était très important quand c'est Madame l'ambassadrice d'Allemagne qui a aidé, qui a chapeauté un peu ce transfert du savoir. Et j'ai pu d'abord faire un essai à Berlin. Et après, c'est à Batna. Et après à Alger. À Alger, c'est avec l'aide de Akli, le talentueux urbaniste. Tout à fait. En tout cas, c'est vrai que pour ceux qui ne vous connaissent pas, aujourd'hui, on dira que, voilà, que vous avez choisi de faire des études en paysagisme à Berlin et vous êtes tombé amoureux de cette ville, vous y êtes resté.
Donc ça fait un oui, moment. je suis devenu citoyen de Berlin. Citoyen de Berlin, Oui. donc vous vivez en Allemagne et l'Allemagne vous rend hommage cette année donc pour 30 ans de carrière. Disons que Oui. Madame l'ambassadrice rend Oui. hommage à ce travail et au transfert. Je crois qu'elle a été très impressionnée quand l'Association des architectes, le prix du président, nous a été décerné en décembre 2021 Oui. pour le jardin islamo-oriental de Berlin et aussi pour la mosquée, la grande mosquée pour les architectes Engel KSP. Et je crois qu'il y a eu une très grande fierté de la part aussi de Madame l'ambassadrice qu'ils ont reçu aussi ces deux prix et nous avons commencé à discuter de cela et c'est comme ça qu'est née cette exposition. L'exposition est née, donc c'est une exposition qui combine justement des planches, qui présente vos ouvrages et aussi toute une performance artistique qui accompagne et ça se passe à Dar Abdeltif. Pourquoi le choix de Dar Abdeltif? Allez-y avec Liam Rousse. Le cadre déjà, il est fabuleux. La thématique surtout, la thématique Dar Abdeltif, vous savez, c'est aussi des jardins. C'est une maison du Fas. Et elle symbolise aussi... C'est un palais d'été, effectivement, avec ses jardins, avec sa piscine. Exact. Avec, et qui représente aussi le savoir-vivre des Algérois, des Algériens de l'époque, d'avant la colonisation française. Et donc, c'était tout recommandé que cette exposition se fasse dans cet écran de verdure, excusez-moi. Oui. Et voilà, donc... la thématique est aussi super intéressante de faire un peu ces relations, ces connexions entre l'Orient et l'Occident. Oui, surtout que Kamel Ouafi, ici présent, a beaucoup travaillé sur le jardin oriental. Il a aussi accompagné des infrastructures ou des structures déjà existantes dans le monde arabe. On parlera d'Abu Dhabi, de Mecca, de différentes capitales donc, du monde arabe où vous avez été présent et par des ouvrages qui ont séduit les Arabes, où qu'ils soient, effectivement, je dirais. Disons qu'ils m'ont séduit, parce que c'était toujours des concours. C'était jamais des commandes, c'était des concours et on avait peut-être l'envie de participer à des concours et la chance est que plusieurs de nos travaux ont été réalisés. Mais comme l'a souligné Akli, cette exposition, c'est surtout le brassage entre l'Orient et l'Occident. Oui. Et beaucoup ont posé la question pourquoi est-ce que j'ai dit Orient et Occident si loin et si près l'un de l'autre. Et c'est vrai que l'Orient et l'Occident étaient si près l'un de l'autre, par exemple à l'époque de Al-Hamra, et après il y a eu quand même... En Andalousie, c'est vrai que c'est l'exemple parfait. Voilà, et après il y a eu des éloignements et de retours. Je pense que l'Orient et l'Occident, c'est une histoire d'amour, avec des hauts et des bas. Absolument, absolument. C'est ce qui est visible à travers les ouvrages qui sont présentés dans cette exposition, que le public pourra découvrir jusqu'à quelle date ? Normalement, c'est jusqu'au 24 de ce mois. 24 du mois. Donc, mois d'octobre, il faut souligner aussi que c'est une première, une exposition sur l'architecture paysagère. On a eu déjà une exposition sur l'architecture tout court. Oui. Et là, c'est cette architecture paysagère. C'est inédit. Les paysagistes en Algérie sont très rares. Oui. Ce savoir-faire de façonner l'espace public avec de la végétation, avec des espaces de regroupement, de socialisation, sont aussi très rares de nos jours. Et donc, même s'il y a un léger mieux dans tout ce qui est plantation dans la ville, etc., on le remarque les dernières années, il y a un effort substantiel qui se fait. Mais après, l'aspect créatif aussi est important. Et donc, Kamel nous ramène une partie de sa créativité, 30 ans de carrière finalement, avec des ouvrages où il raconte aussi beaucoup d'anecdotes. Donc, un ouvrage qui sort bientôt dans les librairies. Qui accompagne l'exposition. Qui accompagne. En fait, il y a bien sûr le catalogue de l'exposition qui a été déjà distribué. Mais il y a aussi un ouvrage de Kamel, signé Kamel Ouafi, avec énormément de... Et lui comme éditeur. Énormément de textes croustillants, on va dire, pour comprendre un peu la carrière d'un architecte créateur, qu'un architecte paysagiste, et face aux difficultés du métier.
Tout à fait, parce qu'il ne s'agit pas que de placer des plantes, il s'agit de toute une harmonie, d'un esprit, ce sont des idées que vous véhiculez à travers chaque espace que vous réaménagez, n'est-ce pas, Kamal Wafi? Oui, c'est très important aussi de ne pas s'arrêter, de toujours continuer et de chercher toujours de nouveaux horizons, de nouvelles façons d'exprimer un peu ces idées. Et ça, je suis très heureux de le montrer dans cette exposition, parce que je ne montre pas simplement les photos des réalisations, je montre aussi des projets qu'on a travaillé durant 30 ans, qu'on a gagné, mais qu'on n'a jamais réalisé aussi. C'est un peu la situation de tous les architectes dans le monde. On gagne des concours et des fois, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet péri. Et je voulais un peu montrer aux jeunes aussi, leur enlever la peur, de dire que chacun d'eux a cette possibilité aussi d'arriver à cet état de carrière aussi. Oui, ça, c'est très important. À ce niveau, justement, de perception des espaces. Voilà. Et c'est vrai que Vie des villes met en valeur cet aspect dans ces thématiques. Vous dirigez une revue qui met en valeur tous les aspects de la vie urbaine et vous avez toujours souligné l'importance du paysagisme dans un contexte pareil. Ah oui, tout à fait. Vous savez, quand vous concevez un bâtiment, vous le construisez, bon, le bâtiment, physiquement, il reste là. Par contre, quand vous injectez de la nature, l'environnement est important. C'est ça, au fait, qui crée ce génie de ce lieu, quoi. C'est un lieu changeant, avec des odeurs, avec de l'ambre, avec plusieurs essences, de la faune. Hein, c'est pas seulement la flore. La flore et la faune et chaque saison, les couleurs changent et voilà, ça fait que l'espace devient vivant. Un bâtiment, c'est vrai qu'il est là, il ne bouge pas finalement. Donc c'est ça, cette difficulté du paysagiste à se projeter sur le long terme, pas sur le court terme. Donc ça fait que voilà. Je pense que c'est très utile que les jeunes puissent visiter, les jeunes architectes ou les jeunes même designers, etc. Ils peuvent aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut façonner la nature. Et c'est un métier qui existe depuis l'Antiquité, je veux dire. C'est pas nouveau. Oui, tout à fait. Le ministère de la Culture a soutenu de toute façon cet effort de présentation d'un artiste bien de chez nous et qui est aussi talentueux. Donc, dans le monde du paysagisme, il est parmi les plus rares et les grosses pointures surtout. Ouais. Et donc voilà, Dar Abdeltif et l'Arc ont joué le jeu, ils vous ont reçu pour cette présentation. J'espère que ça augure de beaux projets. Hein. J'espère que certains projets séduiront ceux qui n'ont pas été déjà pris. Alors, je ne vais pas vous décevoir, mais je ne suis plus en état de travailler sur des projets, mais simplement d'une manière artistique et peut-être faire des esquisses pour quelques projets, mais de ne pas être très engagé. J'ai 70 ans quand même, il faut que je profite un peu. En tout cas, on disait au début de cette séquence que voilà, le point de départ de cette exposition itinérante, c'était l'Allemagne, Berlin. Oui. On va découvrir ensemble une image ou une vidéo donc, qui décrit un petit peu voilà. Oui, nous avons fait dans les 3 expositions la rencontre de l'Orient et l'Occident. C'est un peu d'une manière artistique. Ici, on voit une jeune danseuse sous la musique du oud. Et ici, on l'a fait sous la musique de Debussy. Et à Batna, c'était des pupilles qui ont dansé et c'était vraiment émouvant. Akli était là-bas, c'était émouvant. Et on a voulu montrer dans cette approche d'exposition artistique aussi cette rencontre entre l'Orient et l'Occident à travers la musique et la danseuse. Ouais. Très bien. En tout cas, la performance artistique était présente aussi à Dar Abdeltif. Il y a une très belle danse qui a accompagné une performance artistique qui était là aussi pour accompagner. Voilà. Il y a également des conférences qui accompagnent l'exposition. On va terminer sur les conférences si vous le voulez bien. Oui. Aujourd'hui, on va se rencontrer au Glycine. Pourquoi les Glycines? Parce que je vais offrir à la bibliothèque des Glycines tous les dessins que j'ai faits sur la baie d'Alger. C'est le seul endroit où il y a une culture d'archives. Et avec Madame l'ambassadrice, c'est des archives qui sont venues des archives de mon travail à l'université de Leibniz de Hanovre. C'est là-bas que sont mes archives, que sont gardées mes archives. Et les gens m'ont dit, s'il te plaît, prends les originaux d'Alger et donne-les aux Algérois, qu'ils soient là-bas. Donc ils ont gardé des copies, on va les ramener. Et il y aura une rencontre après avec Akli, bien sûr, avec l'Arbi Marhoum, avec 2 Allemands, c'est Lisa Dietrich qui est venue exprès,
qui a été invité par l'Institut Goethe, qui les ont ramenés, avec Klaus Keplinger, qui sera aussi présent. Il y aura aussi Feriel Gasmi aussi, qui sera présente. Et Kassab Souria et moi-même, j'espère. Très bien, donc une belle Voilà. pléiade d'architectes et de designers qui sont talentueux, les uns autant que les autres. Ça va être animé par Kalima Miti, qui a eu le contrat avec l'Institut confrère. Goethe. Voilà, un confrère. Et une semaine plus tard, le 15, ce sera la deuxième conférence avec deux autres Allemands qui vont venir, Carlo Becker et Susanne Walz, qui vont nous raconter un peu sur la ville éponge et ils vont nous raconter sur la participation. Et avec d'autres, la directrice de l'EPO qui sera aussi présente. Il y aura Karim Sergoua qui sera aussi présent, le designer. Et Akli va être aussi présent et Halim Faidi aussi, c'est un architecte aussi connu qui va être présent et moi-même et on va parler un peu, on va débattre un peu sur le paysagisme. Voilà, deux moments très importants pour parler de l'avenir de la ville, on dira, et du paysagisme peut-être chez nous ou même dans le monde en tout cas. Oui. Vous étiez à Hanovre, vos jardins ont embelli cette belle ville. Donc voilà, on est ravis en tout cas de vous avoir reçus ce matin pour annoncer toutes ces belles choses qui se profilent et bien sûr l'exposition surtout qui est présente à Dar Abdel Taif jusqu'au 24 du mois d'octobre. Je conseille vivement aux jeunes, comme il n'y a pas de formation de paysagisme en Algérie, ça devrait être une source. J'espère que ça pourra tisser des liens avec l'université peut-être allemande, pourquoi pas, et d'autres universités pour essayer de lancer des formations de ce type en Algérie, qu'on en a vraiment besoin. Voilà, merci. C'était le mot d'Akli Amrouche, ici présent avec nous ce matin, et aussi directeur et créateur de la revue Ville des Villes, qui, elle, booste pas mal l'univers urbanistique et architectural chez nous. Merci infiniment, Kamal Wafi. Bonne continuation. Je vous remercie de nous avoir reçus ce matin. À très bien, c'était avec plaisir. En tout cas, des talents, il en sera question encore dans cette émission puisque nous recevons un autre duo. Il s'agit d'un père et de sa fille, Majda, la styliste, et le talentueux auteur, compositeur et interprète Kamal Hamadi seront parmi nous juste après cette note de nostalgie, une musique qui remonte à un moment, vous allez voir, et on en parlera avec l'artiste qui va me rejoindre. حرام
Voilà, ils viennent de me rejoindre, les invités que j'ai cités tout à l'heure pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, honneur aux dames d'abord. Donc, j'ai honneur ce matin de présenter Majda qui n'est plus à présenter dans l'univers de la mode. Merci. Vous êtes styliste, oui. Mais surtout vous êtes la fille d'un grand artiste que nous avons plaisir de recevoir, Kamal Hamadi en l'occurrence, donc est parmi nous et c'est une fierté ce matin. C'est très gentil. Ça va, vous allez bien? J'ai senti l'émotion quand vous avez vu cet extrait, donc qui remonte à 58. À 58, 59, je vois les musiciens que j'ai toujours admirés, Abdelghani, Escondrani, tous ces messieurs. Voilà, et vous me parliez de l'instrument aussi. Ce luth vous a été prêté par quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'était Abdelkrim Habiballah. Voilà, Allah yarhamou. Donc voilà, c'était la jeunesse. Vous étiez plein de fougue et on va revenir un petit peu en arrière, un petit flashback. Ce qu'on a vu, c'est beaucoup loin. Vraiment... Oui, c'est très loin derrière. Loin, parce que c'est vrai que c'est vers les années 50 que vous avez décidé, vous me disiez, d'être artiste. C'est-à-dire, moi, je vais décider, demain, je vais dire, je vais être artiste, est-ce que je vais pouvoir? Moi, je suis montagnard, je suis né en Kabylie. Oui. Je suis rentré à Alger à l'âge de 14 ans. Oui. Alors, chez nous, dans mon village, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de champ, à part les femmes qui font leur fête, ou lire Al-Mout. Alors, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de chant, il y avait nous les bergers, quand on joué avec mon père comme ça, on chantait en cachette. Alors quand je suis arrivé en ville, à Alger, je continuais à apprendre mon métier et j'ai découvert le cinéma, j'ai découvert la radio et les disques. Ça m'a donné envie d'être un artiste. En voyant Farid Latrache, en voyant ces gens-là, en voyant Abdelrahman Aziz, je voulais être comme eux. Ça a été la révélation. La révélation, parce que c'est tout un univers qui s'est ouvert à lui. Ce sont des portes, des fenêtres. Mais à l'époque, quand on voyait Abdelrahman Aziz, c'était l'idole de la jeunesse, tout le monde l'aimait. Il était moderne, il était jeune. Non, il avait son genre, c'était le chanteur de la jeunesse. Quand je parle à des gens maintenant, Abdelrahman Aziz, je crois qu'on ne connaît pas. C'est décevant, c'est vraiment... Là, on n'a pas pu s'empêcher de montrer ces belles images de vous en couple. D'abord, on vous a vu avec votre épouse, Allah yarhamha, Noura. Et là, c'est Hnifa, bien sûr. Là, c'est avec Noura. Voilà, c'est une ambiance très romantique. Hein, oui, ça a été un couple très, très fusionnel. Très fusionnel. Et vous avez... Hnifa, c'était en 59, quand nous étions tous les jeunes, Deriassa, Garouabi, moi, Noura et tout ça. La maison Tepas nous a invités à enregistrer, puis on enregistrait en France. Oui. Moi, je devais chanter ce duo-là avec une chanteuse qui n'a pas pu avoir son sauf-conduit, qui était comme un laissez-passer. Oui. Alors, j'arrive à Paris, moi, j'ai besoin de chanter ma chanson-là, et le mari à Hnifa me dit, mais il y a Hnifa. J'ai dit non, Hnifa, c'est les stars, les vedettes. Oui. Il m'a demandé des chansons, mais chanter avec elle. Et puis il l'a appelé, il est venu, il m'a dit non mais je vais chanter avec toi. Et on a chanté Yidm Yidm qui était à l'époque un grand succès. Un grand 59, 60, 61. Oui, vous avez vu la modestie, Majda? Ah oui, oui. Alors que c'est vrai que tout à ses débuts, donc les années 50, vous êtes à la radio, à la RTA, et on vous découvre, et on vous aime, on vous garde, on vous introduit dans l'orchestre très vite, contrairement à d'autres jeunes, et vous animez, vous chantez. Vous écrivez. J'ai fait beaucoup de théâtre. Oui. Parce que moi, je voulais, quand je voyais ces artistes-là, je voulais être artiste. Vous avez envie de goûter à tout. Et celui qui m'a amené à la radio, c'était Rabbi Abouallam, qui était un excellent comédien, qui était le mari qui est mort ces jours-ci. Oui, Sabounji. Sabounji. Allah yarhamha. Et Boualem. Alors, arrivé à la radio, on m'a mis à chanter avec les amateurs. J'ai chanté une dizaine de fois. On me dit, tu reviens la semaine prochaine. Après, et de semaine en semaine, vous avez après, on m'a mis avec l'orchestre moderne, Harun Rachid, et je chantais. Et puis, la maison Tepas est arrivée, on a fait des disques commerciaux. Voilà. Très bien. Et c'est dans les coulisses de la radio que vous rencontrez pour la première fois l'Anqa. Il vous entend déclamer des vers et il est séduit. Là, non, parce que je faisais des émissions. Oui. Après, quand j'étais à la radio, j'ai fait des petits sketchs, j'ai écrit tout. Le directeur m'a demandé de faire une émission. Carrément de présenter, tout à fait. J'ai fait une émission qu'on appelait Poèmes et Mélodies. Alors, à l'époque, à Bertheusen, on n'avait qu'un seul studio. L'orchestre répète, et puis les comédiens. Moi, j'avais mon émission en direct.
Et Lanka, après moi, il a répété avec son orchestre, il faisait l'orchestre Kabyle une fois par semaine. Alors moi, à l'époque, je faisais poèmes et mélodies, je prenais un sujet, une chanson de Suleyman Azem, de Hasnaoui, sur le même sujet, je fais la même chose. Très bien. Je passe la chanson et je lis mon poème. Alors lui, il est arrivé, il attendait son tour, et j'ai passé une chanson, j'ai lu un poème. Il me dit, mon fils, le poème que tu as lu, c'est de qui? J'ai dit, de moi. C'est moi. Il me regarde comme ça. À ton âge, j'ai dit, oui, pas. Tout jeune, tout La frais. semaine suivante, il revient. Moi, j'étais là, je faisais mon émission avec Nabila, qui est toujours vivante, je la salue. Il me dit, tiens, quand je termine, l'émission est terminée, il a rentrer, il me dit, mon fils, tu es sûr que ces poèmes que tu lis, c'est à toi? J'ai dit oui. Il me dit, si je te demandais de m'écrire un sujet, tu peux le faire? J'ai dit oui. Alors, c'est pas possible. Lanka qui demande il me dit, quelque si tu chose. connais la chanson de Mustafa, son fils, Ya Abi, Ya Abi. Ya Abi, Ya Abi, J'ai dit oui. Il me dit, je veux la réponse. Très Je bien. dis d'accord. Il rentre, il allait rentrer, et puis il tient la porte comme ça, il me regarde, il me dit, mais je l'avais en langue maternelle. Très bien. Donc, en Alors cas moi, de- je ne dormais pas. Tac, 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 tac. Et de là est né le sur-mesure. Oui, le sur-mesure, on va en parler justement avec vous, Majda. Alors, une semaine après, j'ai fait mon émission, je le trouve. Là, moi, j'avais ma chanson. Je termine, je dis à Milhaj, je lui lis la chanson, il me dit répète à Aoud. Je relis la chanson, il a pris la Mila, il me dit t'es trop le trick. Ça m'a fait Allah plaisir. Ibarak, Je n'arrive Allah pas à Ibarak, croire. Allah Ibarak. Et c'est vrai, c'est de là, on disait Majda, qu'est né le sur-mesure, parce qu'on l'appelle le tailleur de la musique, parce qu'il sculpte, il va ciseler les vers, et il va les mettre vraiment, comment dire, en conformité avec la personnalité de l'artiste qui est face à lui. Donc ça, c'est une qualité qui est très rare chez nous. Donc ils sont rares, hein, à part Mahmoud Bati, je ne vois pas. Mahmoud Bati, c'est un ami, Voilà, on a beaucoup travaillé ensemble. Oui, voilà, c'est votre contemporain et c'est vrai que vous êtes parmi les rares personnes à pouvoir faire cela. Et donc le sur-mesure, hein, c'est le sur-mesure parce qu'il a une grande. Vous parliez de. On va parler de lui parce que c'est très important. Il a une sensibilité vraiment qui est très particulière. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Et réceptif des autres, et il est à l'écoute des autres. Donc il y a pour moi un côté un peu psychologique qui fait qu'il cerne quand même les gens parce que il a besoin de s'identifier à eux pour leur faire quelque chose. Indépendamment de ça, il y a aussi le timbre de la voix. Enfin moi je ne connais pas trop les termes artistique, mais il va vous faire on dira une les gammes, composition par rapport à votre voix, et ça je trouve ça magnifique en fait. Excellente, c'est vrai, il a fait du sur-mesure pour des pointures comme Hadj Mohamed Lanka on le disait, Aït Menguellat qui lui-même poète a recours à un autre poète, c'est impressionnant, c'est que vraiment il y a de la sensibilité. Atman, Karima et Jean Pascal, Mami pour la jeune génération par la suite, et puis Nora. Des duos, des chansons, vraiment c'était une très longue, comment dire, discographie. Voilà. Très bien. Donc Majda, vous avez grandi dans ce terreau artistique. Qui vous a le plus influencé, papa ou maman donc, les deux, parce qu'en fait ils étaient tellement fusionnels tous les deux qu'on a vécu dans ce monde de musique, ça chantait beaucoup, c'était très agréable. Et après, bien sûr, dans mon domaine à moi, c'est plus l'élégance, on ne va pas se mentir, de ma maman qui a fait que j'ai beaucoup aimé le stylisme et que j'ai été orientée. Enfin, moi, je me suis battue pour être dans ce domaine. Oui, absolument. Vous avez brillé dans ce domaine. Vous vous êtes fait votre propre chemin. Oui, qui est un petit peu à l'identique en fait avec le temps. Hein. Pas au début parce que j'ai eu une ligne de prêt-à-porter et c'était une autre démarche qui était vraiment importante au moment où je me suis installée en Algérie parce que ça tombait à point. Mais après, quand je me suis réalisée, je me suis retrouvée finalement un petit peu pas dans le même domaine, mais aussi à
à faire du traditionnel algérien en fait, et à traverser comme eux, parce que lui n'a pas un style particulier qui est kabyle ou qui est juste régional. Il écrit pour tout le territoire. Et moi je fais pareil, j'habille pour tout le territoire parce que j'aime le costume algérien. Et donc vous avez réalisé votre rêve d'enfant quand vous regardiez Nora se préparer et avant la scène et s'habiller avec beaucoup de prestance et d'élégance, aller sur scène. Donc Kamal Hamadi, donc c'est difficile de résumer une carrière de 50 ans, 2000 œuvres. Vous avez été honoré pour ça, oui, beaucoup plus. Non, moi, beaucoup plus, mais en tout cas. Réel, j'aime tout ce qui est vrai. Par exemple, quand j'ai ma petite fille, elle est née, j'étais content, j'ai écrit quelque chose pour moi. Tout est dans l'émotion. Et puis, quand sa mère était à la clinique, elle est sortie, je lui ai lu le poème. Derrière moi, il n'y a pas quelques années, je fouillais mes papiers, je dis tiens, quand tu étais né, voilà ce que j'ai. Ah, donne-moi-le. Elle a mis ce genre-là. Oui, c'est ça. Et puis, sa maman me demande des chansons. Et puis, je lui ai fait une chanson sur sa fille. Benti, Benti, Moumoulaye. C'est ce qu'on a vécu. C'est sincère, tout ce qui est sincère. Dans la chanson, toutes les chansons qu'ils ont réussi, que ce soit de moi, de Mahmoud Bati, de Mahmoud, c'est des choses réelles, des choses qui reflètent un peu le vécu algérien et l'authenticité des émotions vécues par les Algériens. Donc merci en tout cas pour cette belle carrière que vous offrez, pour ce répertoire incroyable que vous léguez aux Algériens. Et on vous souhaite vraiment une bonne continuité. Vous continuez d'écrire, de gratter le papier. Tous les jours. Il ne fait que ça. Il est très très créatif en fait. Oui. Et je crois qu'un artiste continue toujours à créer. Absolument. On vous souhaite en tout cas. J'ai écrit une chanson que j'ai chantée moi-même, parce qu'après, je voyais tous ces jeunes-là, je préfère que mes chansons soient chantées par d'autres, et ça fait déjà de succès. Ça vous fait plaisir. Oui. Alors que j'ai fait une chanson qui disait Maraven Widi Zoran, Meltawarat Amran, Thamourt Houajarawis, Timoura Mdini Choran. Pour des jeunes qui partent, qui ne reviennent pas. Alors, Jamal Alem, Allah yarhamou, est venu me demander Kamal, il me dit écris-moi une chanson, le même sujet que celui-là. Je lui ai essayé, et puis Safi Boutlek qui a fait la musique, il m'a dit est-ce que je peux la faire en algérois? J'ai dit oui, je t'ai fait deux versions. Jawhara, Jamal Alem. Jawhara qui est un tube, vraiment qui est une célèbre chanson chantée par Jamal Alem et qu'on regrette. Effectivement, vous avez connu les plus grands, on l'a dit, et j'espère en tout cas que vous aurez toujours ce même plaisir jusqu'au bout et de partager aussi des moments en famille et aussi créatifs qu'avant. Donc merci Majda d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci à Monsieur Hamadi d'avoir été avec nous ce matin, et j'espère que vos fans ont été nombreux à vous écouter attentivement ce matin. En tout cas, je vous souhaite une longue vie et plein de bonnes choses encore. Merci infiniment. Voilà, merci. Merci à ceux qui sont avec nous. Notre dernière séquence, c'est une séquence cinéma. C'est avec Amien Nebesh qu'on va clore cette émission. Mais avant, on va d'abord revenir sur une avant-première d'un film présenté dans les cinémas algériens cette semaine. Il s'agit donc d'un film consacré au Polisario, et donc bien sûr Amien Nebesh nous en donnera et nous en livrera les détails dans un petit instant après ceci. Aujourd'hui, pour cette projection spécialement, pour moi elle est très importante, la projection pour les médias et la presse, pour la critique. C'est la première projection du film, donc oui, c'est un sentiment de fierté. نظرا للاحتلال المغربي فقام بتقسيم الصحراء الغربية إلى قسمين. لماذا يسمى الجدار؟ رفع الأيدي فوضى. نعم، جدار الذل والعار. كم يبلغ طول هذا الجدار؟ 2720 كيلومتر. 2720 كيلومتر. Ouanibik est un documentaire intense,
Une immersion dans le quotidien du peuple sahraoui, privé de ses terres, vivant dans le déchirement des liens familiaux, à cause de ce mur de la honte. Un mur érigé par le Maroc sur plus de 2700 km, où des mines antipersonnelles ont été plantées pour empêcher les Sahraouis de retrouver leur famille, leur terre. Le travail de Rabah Slimani a duré plus de 6 années pour nous raconter l'histoire du peuple sahraoui, un peuple qui vit à côté de ses terres. Le point de départ de ce projet, c'est justement l'engagement. L'engagement pour une condition humaine, pour une souffrance, pour un peuple qui lutte. Et le film Wanibik, c'est l'histoire de jeunes étudiants de l'école de cinéma sahraoui qui réalisent leur film de fin d'études. Donc voilà, c'est un film sur un film. Wanibik, c'est pas un film sur les Sahraouis, mais c'est un film avec les Sahraouis. Le film documentaire Wanibik est aussi l'histoire de 4 jeunes voulant faire du cinéma et qui souhaitent à travers leur passion montrer au monde entier la tragédie que vit le peuple sahraoui. Un cri qui vient du Sahara occidental pour revendiquer liberté et indépendance. وكنت نقول الله اكبر الله اكبر منين قضيت لوالدتي كان في الحقيقه صعب عنها هي عارفه عني انا اشوفها بعين واحده وكانت صعب الطريقه اللي قلتها لها قلت لها انها تصبر ونحن مصيرنا هو ما دام الاحتلال المغربي ما دام الاحتلال المغربي محتل الوطن عن حالنا هذا هو والله بدنا يمشوا عينينا وبدنا يمشوا ارواحنا وبدنا يمشوا اعضائنا كامله. La télévision nationale est notre coproducteur. Et c'est une fierté aussi pour moi d'avoir l'entreprise, l'établissement public de télévision comme coproducteur dans un film cinématographique destiné à sortir en salle, destiné à participer au festival. Donc, comme un peu partout dans le monde, les chaînes de télévision sont impliquées dans le cinéma et l'Algérie a démontré qu'on est à jour et qu'on fait les choses comme il se doit. Ce film est produit par la télévision algérienne qui encourage le cinéma engagé. Un cinéma qui dénonce les exactions que subissent les peuples opprimés. Un cinéma qui plaide pour les causes justes. Bonjour Amir. Bonjour Adia. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Alhamdoulilah, oui, vous êtes toujours heureux quand vous assistez à ces projections en exclusivité, donc voilà, oui, au premier rang. Surtout après cette longue période de pandémie, donc ça reprend et le CNCA accueille encore une fois ces avant-premières. Bon, c'est une avant-première presse en attendant l'avant-première générale, j'allais dire, dans des salles de cinéma algériennes. Donc il s'agit d'une belle aventure. Wanibik, c'est le fruit d'un travail de 6 années qu'a accompli Rabah Slimani, un réalisateur de Sogaras engagé, qui est parti dans les camps de réfugiés sahraouis. Il a capté des images et puis, vous savez, cette aventure a été découverte en quelque sorte dans Ciné Thématique parce qu'on l'a contacté pour un documentaire qui s'intitule Selmine, qui suit le parcours d'un jeune qui veut retrouver absolument sa famille. Vous savez, au Sahara occidental, vous savez que les territoires du Sahara occidental ont été balafrés par le mur de la honte, le mur de la honte érigé par le Maroc sur 2700 km, planté de milliers de mines antipersonnelles et du barbelé pour empêcher les familles sahraouies de se retrouver, un déchirement en matière de liens familiaux. Et Rabah Slimani avait des rushs qu'il avait conservé depuis 6 années. Et il a voulu faire justement Wanibik ou Wanibik. D'ailleurs, le mot signifie dans la langue des Sahraouis l'Husseiniya, bienvenue, marhaba bik, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue, je vous aime. C'est un mot qui définit la générosité de ce peuple. Et Rabah Slimani a voulu nous raconter l'histoire dans l'histoire parce qu'il s'est appuyé sur l'histoire de 4 jeunes qui veulent faire du cinéma et en voulant faire du cinéma leur passion, une sorte de message pour le monde entier pour dénoncer ce qui se passe et dénoncer les conditions que le peuple sahraoui vit depuis des années et voulant reconquérir son indépendance et avoir sa liberté. Ce que je peux dire pour le film
de Rabah Slimani, c'est que c'est un film très esthétique. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de voix off. Rabah Slimani a choisi de... D'ailleurs, il le dit, moi, je n'ai pas fait un film sur les Sahraouis, j'ai fait un film... Ce sont les Sahraouis qui racontent. Avec les Sahraouis. C'est la meilleure manière, justement, de transposer à travers les écrans ou à travers les écrans de cinéma ou de la télé la réalité de ce peuple. Les véritables acteurs qui s'expriment. Ah oui, absolument, absolument. Et puis c'est un travail courageux parce qu'il faut savoir qu'il y a une sorte d'omerta internationale. Pas beaucoup de médias diffusent ce genre de documentaires et pour ne pas fâcher quelque part des partis. Mais c'est une question que l'Algérie a portée. Et puis il faut souligner que c'est la télévision algérienne qui produit ce film documentaire, qui va participer dans des festivals. Et c'est encore une fois la détermination de la télé publique algérienne en ce qui concerne l'engagement pour ces films qui plaident pour les causes justes et pour revenir vers ce cinéma leader des Algériens, celui de l'engagement et de la pédagogie, de l'enseignement, des vraies valeurs de la vie, quoi, la paix, la fraternité, l'amour. Absolument. Donc, est-ce qu'on a un petit peu une idée des délais justement pour la sortie réelle ou la véritable générale? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film va participer dans le festival du Sahara, FISAHARA, donc dans les camps de réfugiés. C'est un festival qui commence à prendre beaucoup de force et puis beaucoup de participants et puis beaucoup de crédibilité, j'allais dire. Après cela, je pense que certainement il va faire les tours des salles algériennes, j'espère. Et puis ça va se terminer à la télé. Quand je dis se terminer, c'est en apothéose. Je veux dire, absolument, après un parcours. Parce que la télévision diffuse large. Mais hier, par exemple, il y avait il y avait un bon feedback de la part des journalistes parce que c'est vrai qu'il y a une immersion, c'est très intense. On est plongé dans ce quotidien difficile, mais il y a de l'espoir derrière, il y a des sourires, il y a de la naïveté, il y a aussi des moments comme ça de sensibilité de la vie, des moments très simples qui rappellent l'homme à sa nature, cette nature de vivre avec les gens, d'aimer l'autre, de vouloir faire de la musique, de vouloir faire de l'image, du cinéma, du théâtre aussi. Donc on a besoin de ce genre de film qui parle à l'être humain, à la sensibilité des êtres humains. Absolument. En tout cas, vous nous avez donné vraiment envie de découvrir cette œuvre cinématographique signée Rabah Slimani, donc voilà, qu'on aura peut-être plaisir à recevoir prochainement à son retour du festival. Oui, il a été reçu d'ailleurs, je pense, par Bonjour d'Algérie. C'est une mission qui suit justement ces pépites qui font de belles choses. Mais ce qui est peut-être attendu, c'est qu'on passe le film dans Ciné Thématique parce que ce sont là les films qu'on a besoin de diffuser à la télévision algérienne, très utiles et puis c'est très actuel et puis voilà, ça confirme. Il va falloir être patient, il faut le laisser un petit peu tourner dans les festivals. Bien sûr, c'est ça qui permet au cinéma de vivre, c'est les salles de cinéma, les salles obscures. Voilà. En tout cas, on arrive au terme de cette séquence. Amir, merci de nous avoir permis de vivre ce moment important cinématographique. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous suivent ce matin, à qui on souhaite vraiment une excellente fin de journée et aussi de passer de bons et agréables moments où qu'ils soient. Donc je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine et puis dès demain vous retrouverez Smaïl Moulkaidia pour le meilleur de l'actualité du Constantinois. Allez, à très vite, portez-vous bien et à bientôt.